mamio, mamali que bien mamio, be ma kogonyale. Ah oh bien Zukeli que bien mamio, be ma kogonyale. Jelly, interroger hier et dire demain. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. C'est un chauffeur de camion qui m'a ramassé sur la route. Parce que ce sont des gens qui achètent des noix de cajou pour aller vendre. Tu ne sais pas si on t'a vendu, parce que dès que tu arrives dans un pays, tu ne comprends pas ni la langue, ni ce qu'on parle là-bas. Tu ne connais rien. On nous a vendu à un Libyen. Ça veut dire que tu es obligé de coucher avec lui. Tu es obligé de coucher avec lui autant qu'il veut, à la manière qu'il veut. Tu ne peux pas fuir parce que la nuit, on t'attache. Il y a des ferrailles comme ça. Il y a des chaînes en haut. On te déshabille, on attache tes mains. On te met à te taper tous les jours. Si tu désobéis à une seule chose, et tu tes amis devant toi, tu ne peux pas riposter, ni parler, ni de leur dire d'arrêter, ni de leur dire de ne pas faire ça, parce que tu n'oses même pas parler. Il a tué mes amis qu'on est venus ensemble sur la route. Bonjour à tous. Bienvenue dans le deuxième numéro de Jelly. En 2017, selon l'Organisation internationale pour les migrations, 116 296 migrants sont venus s'échouer sur les plages italiennes, espagnoles et grecques en quête d'une vie meilleure. Ils sont les victimes silencieuses, mais nombreuses, d'un système qui ne peut leur offrir une vie décente. Depuis le début de l'année 2017, ce sont 120 personnes qui ont trouvé la mort dans les eaux meurtrières de la Méditerranée. Au péril de leur vie, ils affrontent les pires conditions pour pouvoir eux aussi avoir droit au rêve. Les raisons de leur départ sont diverses et restent incompréhensibles pour ceux qui, dans leur confort, s'interrogent sur le choix de ces jeunes qui défient la mort. Ce sont 116 296 histoires singulières qui méritent d'être racontées. Jelly vous conte aujourd'hui l'histoire de ceux qui partent. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde. C'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Car le Mare Nostrum est aussi la route maritime la plus empruntée. Depuis le début de l'année, plus de 200 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe par cette voie. C'est 3 fois plus qu'en 2011, lorsque 70 000 migrants avaient fui leur pays lors des révolutions arabes. Syriens et Érythréens représentent à eux seuls la moitié de ces 207 000 migrants venus de pays d'Afrique et du Proche-Orient et qui ont pris le risque de traverser la Méditerranée dans l'espoir de débarquer dans les pays du sud de l'Europe. Ils sont près de 3 500 à y avoir laissé leur vie. Daloa, c'est dans cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire que débute le voyage de nombreux migrants ivoiriens. Plaque tournante de cette nouvelle forme de traite humaine, Daloa n'est que la première étape d'un long périple qui nous rappelle les sombres heures de l'humanité. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un jeune Ivoirien de 28 ans qui s'apprête à affronter l'aventure. Cette histoire est aussi celle de milliers d'autres jeunes Africains. L'aventure de ce jeune commence à Daloa, où il rejoint le contingent des candidats au départ. Il va maintenant affronter la chaleur du Sahel, le racisme et le cynisme libyen, et une mer qui pourrait être sa dernière demeure. Assis, à l'arrière du car, en direction de la frontière du Burkina Faso, il pense à tous ceux qu'il laisse derrière lui. Issu d'une famille modeste, il a très vite compris que son salut viendra de sa capacité à se prendre en charge pour survivre. Très vite, il
commence à gagner des sous en vendant sur le marché des téléphones portables. Son activité commerciale l'éloigne des bancs de l'école et son échec au bac lui fera prendre une décision radicale. Il ne voit pas dans l'école un moyen de lui assurer un avenir décent. Délaissant donc les cours théoriques de maths et de physique, trop éloignés de son quotidien, il décide de travailler à plein temps. C'est désormais dans la rue qu'il se formera. Dans une Côte d'Ivoire où le système éducatif ne sait garantir un avenir, la rue fait figure d'alternative crédible. Après 5 ans de dur labeur et de travail acharné, il parvient enfin à travailler à son propre compte. Chaque matin, il se lève aux aurores pour vendre des friperies dans les quartiers huppés de la capitale ivoirienne. À force de sérieux et de volonté, il parvient à ouvrir son propre magasin de prêt-à-porter. La réussite est là. Il semble avoir trouvé la voie. La misère qu'il côtoyait à ses débuts semble s'éloigner. Mais sous cette réussite apparente se cache un vide. Il lui manque un idéal. En Côte d'Ivoire, ses rêves sont étroits et ses perspectives troublent. En janvier 2016, sa décision est donc prise. Il ira rejoindre ses amis partis avant lui qui lui ont donné l'envie d'affronter l'aventure. Lorsque le désert d'Agadez se profile à l'horizon, il ne regrette rien. Il a fait le bon choix. C'est en Occident que son idéal de vie se trouve. C'est moi qui dois prendre la responsabilité de la famille. Je suis un homme, donc tous les autres là c'est des femmes. Donc il faut que je me bats maintenant là. Donc c'est la décision. Soit j'ai réussi, soit ils vont continuer à souffrir. Mais si je réussis quand même, les petits billets qu'ils vont avoir, ils vont se contenter de ça. Surtout la maman. C'est difficile, la route. Il peut y avoir même des morts en cours de route. Mais on risque la vie. On n'a pas de choix. Mais avant d'atteindre l'Occident, il y a le voyage, que plus d'un n'ont pu finir. Ce voyage où l'homme est réduit à sa portion la plus minimale d'humanité. Ce voyage où la cupidité et l'avidité font office de morale. Ce voyage se déroule sous nos yeux aveuglés par notre confort. Je porte aujourd'hui la voix de ceux qui partent. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire en car, il arrive à Niamey. Le groupe emprunte une bâchée pour le désert. Avant le départ, les passeurs distribuent des bidons d'eau, du gari et des cagoules pour se protéger du sable. Assis dans le coffre, à 30, la traversée commence. 6 bâchés décollent chaque lundi. Le groupe fait des pauses de 15 minutes toutes les 4 à 5 heures pour se reposer et manger le gari compris dans le prix du voyage. Mais cela ne convient pas à notre jeune commerçant. Heureusement, il a acheté du couscous et des biscuits qu'il garde sur lui. Le voyage dans le désert jusqu'en Libye dure 4 jours. C'est l'enfer sur terre. Il fait trop chaud la journée et très froid la nuit. Il ne sait pas dire le pire entre les deux. Pendant la nuit, les bâchés se garent. Les aventuriers se couchent dans la fraîcheur du sable. Malgré les doudounes achetées au Burkina Faso, le froid est sans pitié. L'un des voyageurs tombe de la bâchée pendant le voyage. Le groupe arrive à faire stopper le chauffeur pour le reprendre et il s'en sort indemne. Un autre n'a pas eu cette chance. Son pied se casse après la même expérience. Il continue le voyage malgré tout. Il n'est pas question de faire machine arrière. Ils arrivent enfin en Libye. À 8 heures, une fois arrivés dans la ville de Gadrone,
les voyageurs se reposent dans une maison inachevée. Ils reprennent la route à 3 heures du matin le lendemain. Direction Saaba, une autre ville libyenne. Avant d'arriver là, la police les arrête et les fouille. Tout l'argent qu'ils avaient, leurs téléphones, sont pris. Après les avoir dépouillés, la police les laisse partir. Arrivés à Saaba, notre jeune Ivoirien et son groupe sont parqués dans une villa. Ils y passent 5 jours et n'ont pas le droit de sortir. Néanmoins, ils mangent bien. Ils peuvent se laver, c'est un peu de répit. Ils sont une trentaine dans la maison. Un matin, destination Tripoli, la capitale. Les convois de bâchés se reforment. Au moins 15 personnes dans chaque véhicule. Le convoi s'arrête d'abord dans une petite ville, où une quarantaine de voyageurs sont installés dans une petite cabane. Là, le régime, c'est pain sec. La faim maintient les compagnons de voyage dans le silence. Vers 10 heures, les passeurs viennent les chercher. 7 par 7, couchés les uns sur les autres, dans le coffre d'une familiale pour arriver à Tripoli. C'est un pays en guerre. Rebelles et armées régulières s'affrontent. Il y a des militaires partout. Le trafic humain étant interdit, ils ne doivent pas voir les voyageurs. Par chance, ils entrent sans encombre à Tripoli. Là, des taxis viennent les chercher pour les envoyer dans une habitation. C'est la maison du Coxer. Ils restent ainsi plus d'1 mois dans la capitale. Les passeurs leur donnent un peu d'argent de poche et des vêtements. Ils font partie des chanceux qui ne sont pas mis en esclavage. Ils peuvent aussi appeler leurs parents pour qu'ils envoient de l'argent. Ils peuvent sortir, mais il vaut mieux limiter les déplacements. Parce que quand on est noir en Libye, on peut se faire tirer dessus pour rien, même par un enfant, sans conséquence. À Tripoli, ils sont 60. Il faut atteindre 120 personnes pour aller prendre la mer. Tous les matins, une fourgonnette vient chercher 30 personnes. Notre aventurier ivoirien et son groupe passent 2 semaines au bord de l'eau. Certains tombent à cause de la faim. Les passeurs attendent que l'eau soit stable avant d'y aller. Le grand jour arrive. Enfin, c'est leur tour. Ils prennent le Zodiac. Le groupe de 120 monte. Normalement, on met les femmes et les enfants au milieu. Dans ce convoi, il n'y a que des hommes. Seul le capitaine, un Gambien, connaît sa place. La traversée dure 2h30. Notre aventurier parti de Daloa est assis à califourchon sur le bord de la barque, un pied dans l'eau. Ils arrivent enfin dans les eaux internationales. Ils sont accueillis par un bateau de la Croix-Rouge, prévenu par les Libyens. Le jeune Ivoirien est enfin en Europe. Son voyage aura duré 3 mois et demi. J'ai un grand frère qui est à Libye, celui qui vient de ma père. Ma famille est très inquiète pour moi. Je ne les ai pas dit que je vais venir ici. Sinon, ils ne vont pas accepter. Je rêve d'être un grand génie en informatique. C'est mon rêve.
c'est ça? Je rêve d'être ça. Un grand génie en informatique. Et de faire quoi en informatique Les ordinateurs ou... Les ordinateurs, téléphones, tout. Si je pars là-bas, comme ça, je pourrai récupérer ma carrière. Il a atteint son but. Sa nouvelle vie peut commencer. Il ira gonfler le contingent des rabatteurs de la station de métro Château-Rouge et des agents de sécurité et se reposera dans ses immeubles insalubres où s'entassent ses compagnons d'infortune venus de ce continent que l'on dit maudit. Ce jeune Ivoirien goûte désormais aux joies du monde de la consommation, loin des privations du passé. N'oubliant pas son histoire et sa filiation, il prendra soin des siens restés sur cette terre ingrate. Aussi fou que cela puisse paraître, il a fait le choix de vivre dans un pays en crise pendant que le sien connaît une croissance sans précédent. Il a vu les aventuriers partis avant lui revenir, leur vie radicalement changée. Malgré les difficultés quotidiennes et l'âpreté de la vie, il ne regrette rien. Du haut de sa tour d'ivoire, l'élite regarde avec dédain ces jeunes qui ont décidé d'affronter l'aventure. Ne sachant rien de leur vie et des conditions dans lesquelles ils survivent, elle leur conseille d'un ton innocemment condescendant de rester. Pourquoi risquer sa vie pour l'Occident, se demande-t-elle. Pendant qu'elle s'arroge, elle, le droit et la légitimité de partir, se construire un avenir meilleur, loin du continent. Elle éprouve parfois de la pitié en les voyant s'échouer sur les plages italiennes. Mais son empathie ne dure que le temps d'une vidéo sinistre de 5 minutes diffusée sur les réseaux sociaux. Elle préfère rester silencieuse et inactive. Mais quand est-ce que cette élite comprendra que son devoir et sa mission sont de faire en sorte que ses rêves et ses espérances deviennent ceux des milliers de jeunes qui attendent de prendre le chemin de l'exil? La loterie de la vie a choisi de la faire naître du bon côté. Elle se doit de se rappeler qu'il s'en est fallu de peu pour qu'elle soit à la place de ses aventuriers. Elle a donc une obligation d'action et l'injonction de rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné par pur hasard. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve derrière moi. Encore un autre jour. Oui, aujourd'hui, j'ai fait mon sac, ma décision est prise. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Une mère qui, toutes ces années, s'est saignée pour un fils. Aujourd'hui appelé incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour. Comme sera Amélia, Ceuta ou Lampedusa. De toutes les façons, je suis un cabrimoire chez moi. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise. Je m'en vais. J'aurais préféré chérir ma terre. Mon départ est amer. Je pleure la famille, j'embrasse une dernière fois ma mère. Me v'là dans une embarcation de fortune, je suis crispé. Personne se parle, les regards sont voilés. Loin des miens pour joindre l'Eldorado, l'Occident. Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent. La peur m'envahit, la mer s'agite. Une prière, que Dieu nous facilite. Je sais qu'Africa a besoin de moi.
mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa. Dans le passé, c'est un homme blanc qui nous envoyait de force à Babylone. Aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de nous, c'est nous qui voulons aller là-bas. Aïe 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 aïe. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. Non, je reste, oui je reste. Parce qu'on ne peut pas tous partir. Non, non. Sinon qui va construire notre Afrique? Sinon qui va construire notre Afrique? Qui va construire notre Afrique? Sinon qui va construire notre Afrique? Sinon qui va construire notre Afrique? Le soleil va se lever, il faut que ça change. Il faut que nous changeons les choses. Non, je reste, oui je reste, oui, parce qu'on ne peut pas tous partir. Je possède ma liberté. Je reste pour construire mon Afrique. Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro de l'émission Jelly. Nous vous disons à bientôt. Bien, yo. Maman, est bien, mamio. Bema, kogonyale. Ah, oh, bien, Zoukeli, est bien, mamio. Bema, kogonyale. Jelly. Interroger hier et dire demain. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité.